Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Rifkis. Salut Margot. Salut. Margot, tu es sabreuse, tu es vice-championne du monde, tu es également entrepreneur, tu es multi-job comme on dit, donc c'est bien parce que tu relis deux activités que l'on voit beaucoup dans le podcast et tu es également maître d'armes, ça on voit un peu moins, donc on va en parler. J'aimerais, dans un premier temps, la première question que je pose tout le temps dans le podcast, c'est comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Mmh, Si je devais expliquer à un enfant de 5 ans, je lui dirais que, c'est un métier avec plusieurs casquettes et qu'on peut changer de sa casquette, en fonction de l'activité. Parce que du coup, j'ai, plusieurs casquettes. Donc sportif de haut niveau, ça serait, mettre une casquette, pour, pas avoir le soleil dans les yeux et pouvoir, faire de l'activité sportive, bien dans une tenue confortable. Et après, le la casquette de l'entrepreneur, entrepreneuse, c'est, une tenue de travail, qui fait sérieux, mais comme moi je fais des cours d'escrime adaptés pour les personnes âgées, en réalité, je peux remettre ma casquette de sportive et c'est un peu l'avantage. J'ai des tenues hybrides. Tu switches entre les deux. Mmh mh. On va parler de ton entreprise, justement. Tu l'as évoqué un petit peu, le côté entrepreneuriat social et qui est un chouette projet, plus qu'un projet, puisque maintenant c'est quelque chose de concret depuis quelques années et qui fait le lien avec le sport de haut niveau et ton envie de transmission. Justement, donc, je l'ai dit, tu es sabreuse de métier, tu es vice-champion du monde. Euh, Avant de te connaître, toi, dans ta profondeur humaine, avant tout ça, j'aimerais savoir qui était Margot, l'enfant de 10 ans, la petite fille qui a découvert l'escrime par hasard. Mmh Alors la petite Margot, c'était une petite fille qui a été sensibilisée aux bienfaits du sport assez jeune. Donc j'ai toujours fait, une activité extrascolaire sportive, voire plusieurs. Et le moment où j'ai découvert l'escrime, donc à 10 ans, ça a été une révélation, c'était vraiment ce sport-là, ça a été un coup de foudre, une sorte de match et une fois que ça a matché, tout ce que j'avais envie, c'était de progresser, de devenir meilleure dans cette discipline. C'est né d'une rencontre très hasardeuse, je crois, la découverte de l'escrime avec un cours d'anglais qui s'éternisait un petit peu et profiter d'une pause pour aller voir ce qui se passe à côté. Oui, c'est bien ça, en fait, je me suis pas inscrite au cours d'escrime. D'abord, je connaissais pas ce sport à 10 ans. J'en avais pas entendu parler, c'était pas dans mon environnement. Mais ma mère, elle voulait que je fasse des cours d'anglais avant d'entrer au collège. Donc je prenais des cours d'anglais et j'avais le droit de faire le deuxième cours d'anglais et j'avais une pause entre les 2 cours d'anglais. Donc en attendant, il y avait un cours d'escrime, dans ce lieu-là et c'est comme ça que je me suis inscrite, à ce cours et en fait, il y a eu un 2e match parce que moi, je pense que c'est une vie, remplie de rencontres, mais le maître d'armes qui, m'a initiée, ça a beaucoup matché et c'est lui qui m'a détectée et qui m'a conseillé d'intégrer un vrai club pour faire de la compétition. C'est fou de penser à comment un hasard peut décider d'un destin comme ça. Est-ce que tu crois au hasard ou à la synchronicité, aux rencontres? Je crois, je sais pas, alors je sais pas trop à quoi je crois. Je pense qu'il y a, ouais, une sorte d'énergie, je sais pas si c'est une énergie, quelque chose, un dieu, je pense qu'on l'appelle un peu comme on veut, mais c'est vrai que là, pour le coup, imaginez que ce hasard-là va avoir de l'impact sur, les 20 années, de ma vie qui vont suivre, puis finalement mon projet entrepreneurial, c'est assez fou parce que ça aurait très bien pu ne jamais avoir lieu. Mais ouais, mais c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, tu as démarré le sport très jeune, enfin, du moins au niveau de l'escrime, tu disais à l'âge de 10 ans, et puis d'autres sports auparavant. Comment ça s'est concrétisé pour toi dans la jeunesse, l'escrime, et pour arriver jusqu'à où tu en es arrivé, pardon, à être sélectionné en équipe de France? Mais j'ai eu un parcours très progressif et à la fois assez fluide, je sais pas si je peux dire par chance, mais donc je suis entrée en club, j'ai commencé les compétitions dans la Ligue de Paris, puis ensuite, régionales, nationales. Je me suis vite placée dans les meilleurs de ma génération, ce qui m'a permis de me sélectionner sur, mes premiers championnats d'Europe, auxquels je me suis, placée. J'ai été vice-championne d'Europe en individuel en moins de 17 ans. Donc ça a été très vite, une révélation, ça se passait bien et c'est surtout que ça me plaisait énormément la compétition. Enfin, ça m'a plu très vite et à l'issue de ça, j'ai commencé les compétitions en surclassé, ce qui m'a permis de me classer aussi chez les plus grandes et donc j'ai été pressentie pour intégrer, l'INSEP. Donc je sais pas si, pour ceux qui connaissent pas, On l'Institut peut national expliquer. du sport, de l'expertise et de la performance et c'est là où, les équipes de France, il y en a 21 de 21 sports différents qui s'entraînent dans ce centre sportif
et heu et donc là, c'est le début du parcours de très haut niveau avec, finalement les mêmes compétitions, championnat d'Europe, championnat du monde, mais au niveau senior, donc c'est la catégorie des plus de 20 ans. Et voilà, ça a été, une vie, plein de tumultes, plein d'aventures, avec des voyages, beaucoup de rencontres, des hauts, des bas, des difficultés, mais bah, une vie extraordinaire, hein, la vie de sportif de niveau, ça reste, quelque chose qui est quand même hors du commun et ça s'est fait par hasard. Par hasard. C'est fou Ouais, de c'est se dire ça. C'est génial quand même. Et tu parlais de ta première compétition jeune. C'était en quelle année? T'avais quel âge? Est-ce que tu as souvenir précis, j'imagine, de cette première compétition internationale? Alors c'était pas la première compétition internationale, mais c'était mes premiers championnats. Parce qu'on a des coupes D'accord. du monde, des circuits européens et les championnats, la grosse différence, c'est un peu comme le championnat, ça nous donne le titre. Donc on peut être vainqueur d'une coupe du monde, ça sera une compétition internationale avec le monde entier, mais quand on va au championnat du monde, on est championne du monde. Et du coup, le championnat, c'était mon premier championnat d'Europe, donc moins de 17 ans, je devais avoir 16 ans. Et c'était une compétition où je suis très vite dépassée par l'enjeu. Je suis à la fois émerveillée de voir toutes ces filles, de me rendre compte qu'elles font la même chose que moi, qu'après l'école, elles vont s'entraîner. Donc j'ai un peu ce truc de c'est magnifique et à la fois, ça me dépasse trop. Donc je rate un peu le début de l'entame de compétition, je me classe pas très bien, j'ai des tableaux assez difficiles et il y a une sorte de lâcher prise de toute façon, je ne suis pas à la hauteur de cet enjeu, de ce truc-là. Je vais juste profiter et puis on verra et souvent c'est le meilleur état d'esprit, bien qu'il soit très difficile à mettre en place Mm. volontairement. Mais là, il est venu un peu de manière naturelle et du coup, finalement, je passe les matchs les uns après les autres jusqu'à arriver en finale où là, je switch d'entraîneur, donc c'est pas moi qui décide et l'entraîneur, il vient me dire: «C'est les championnats d'Europe, il faut que tu le fasses». Il me remet dedans et là, j'explose toute seule, mais parce que j'étais très jeune, hein et je me dis: «Mais ça va être trop dur» et donc je perds en finale, mais ravie de cette magnifique première médaille en championnat. Alors, c'est intéressant ce que tu dis de réussir à switcher et d'avoir ce lâcher prise-là, parce que c'est le parcours d'une vie pour certains. Mmh Euh, mh. est-ce que tu as pris le temps d'analyser ça, de réussir si jeune, à 16 ans, à faire ce step-là? Mais comme je dis, je pense que des fois, il y a des choses qu'on essaye de mettre en place par des outils, des choses comme ça. À ce moment-là, je l'avais pas et ça a été un switch naturel. En fait, je pense que et je pense que c'est dans le parcours de vie, on rend compte des fois ça, c'est d'arriver, de lire, le titre et la question de la copie de la dissertation et de se dire: «Non mais en fait, c'est le chapitre que je n'ai pas révisé». Donc là, heu à part me dire pendant tout le contrôle, je vais rien pouvoir faire pour moi-même, bah, OK, j'y vais, YOLO et tant pis et puis finalement on se retrouve, on se dit: «Purée, j'ai eu 12 alors que c'est ce que j'espérais avoir sur les chapitres que j'avais révisés» et c'est un peu moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en tout cas sur cette compétition. Évidemment, après, on essaye, d'avoir la main mise sur ce genre d'événement pour pouvoir reproduire, mais en tout cas, ce jour-là, c'était quelque chose qui a été naturel et on l'a, hein, c'est en nous. Il y a des choses, des fois, ça s'enclenche et c'est pareil pour tout le monde l'a, donc c'est juste que des fois, on se rend pas compte qu'on l'a enclenché et qu'on a résolu nos problèmes, de manière naturelle. Et ce qui est génial, c'est que tu as pris des années d'expérience en une compétition. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais ça ne suffit pas à ce que derrière, on ait plus d'échecs, hein, au contraire. Bien Au sûr. contraire, Faut- on va trouver des nouveaux défis, des nouvelles difficultés, voire même être confronté aux mêmes problématiques et cette fois ne pas réussir à trouver la solution. Donc c'est pour C'est ça que je intéressant. dis, Alors, plein d'aventures. ouais, c'est intéressant. Je voulais en parler plus tard de la notion, relativiser l'échec. Quelle est ta perception de l'échec? Est-ce que tu as réussi avec le temps à apprivoiser et en faire quelque part une force? Oui, alors je pense que ma relation avec l'échec, elle a énormément évolué au cours de ma carrière. En début de carrière, parfois on a un rapport à l'échec qui est assez léger parce qu'on n'a pas beaucoup investi. Ensuite, au milieu de carrière, quand on investit, qu'on donne le plus, qu'on se rend compte que c'est possible, que tout est aligné pour réussir, parfois, moi en tout cas pour moi ça a été le cas, c'était très compliqué. Chaque échec me coûtait énormément et en fin de carrière, j'avais un rapport à l'échec bien meilleur, mais aussi à la victoire parce que en fait, j'avais une définition de la victoire qui était très, très restreinte, en début de carrière et en milieu de carrière. Pour moi, la victoire, c'était ramener des médailles et ne pas en ramener était un échec, voire même des fois, ramener une médaille, mais pas la couleur que je voulais, était un échec. Alors que je suis arrivée à un stade en fin de carrière où rater une compétition en termes de résultats, mais atteindre des objectifs annexes ou parallèles,
pouvait être une victoire et du coup, le rapport à l'échec, il s'est bien amélioré, au fil du temps. Ouais, c'est-à-dire que tu gardais aussi un objectif, la vision long terme peut-être, sur le contenu de la séance du championnat et pas forcément la résultante à court terme, c'est ça? Oui, il y a ça et puis, il y a le fait, de ça fait un peu bateau de le dire comme ça, mais de pas se concentrer que sur le sommet de la montagne, mais aussi se concentrer sur tout le chemin. Parfois, on se dit: «J'ai trop hâte de voir la vue» parce qu'il y a un super, panorama tout en haut, mais en réalité, 10 mètres plus tôt, bah, c'était déjà beau et 20 mètres plus tôt aussi et c'est un peu ça, c'est d'apprendre aussi à se satisfaire d'autres réussites que seulement, la médaille. Ouais. J'imagine que tu as dû faire preuve d'accompagnement par rapport à ça, puisque maintenant le métier de sportif de haut niveau, même en escrime, où c'est pas forcément un métier qui a les mêmes moyens, un sport qui a les mêmes moyens que d'autres, vous avez cet accompagnement-là et tu parlais aussi de cet investissement. J'imagine que tu as tout un staff autour de toi. Comment ça se passe? Alors, le staff, l'environnement, il fait partie des choses qui sont vraiment ultra importantes pour, le bien-être du sportif, mais aussi pour sa réussite et sa performance. Donc moi, j'avais un staff choisi et un staff imposé. Il y a quand même quelque chose, qui est assez intéressant là-dedans. Donc l'entraîneur qui m'a formée, celui-là, il faisait partie de mon staff choisi parce que finalement, j'ai évolué avec lui. C'est avec lui que je voulais grandir et c'est lui qui m'a initiée, qui m'a donné goût à tout ça. Ensuite, j'ai aussi choisi mon préparateur mental qui était à l'extérieur de la structure de l'INSEP, alors qu'on pouvait en bénéficier de manière gratuite, dans le cadre de notre, accompagnement. J'avais une psychologue en plus qui était à l'INSEP, bon, que j'avais pas spécialement choisi finalement, mais qui me convenait très bien. Et ensuite, pour ce qui est de l'entraînement, une fois qu'on intègre l'INSEP, c'est, l'entraîneur national. Donc là, pour le coup, bah, c'est pas nous qui choisissons, il est, salarié de la Fédération française d'escrime. Il s'occupe de manager l'équipe de France et on s'entraîne, toutes ensemble, donc les 12 meilleures françaises, en général, sont regroupées dans ce centre d'entraînement. Voilà le staff un peu comment il est, mais ensuite à ça s'ajoute, toute la partie récupération, kiné, les médecins, nutritionnistes si besoin. On a quand même, un entourage très, très solide qui permet, bah, qu'on se sente bien et qu'on performe et sans ça, c'est impossible. C'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, je parle par rapport aux discussions avec différentes personnes sur le podcast. On n'arrive pas forcément à imaginer qu'on n'est pas dans le milieu, que quelquefois un sport individuel, je pense à toi, je pense au tennis, je pense au sport mécanique, etc. Où d'une personne, tu vas avoir peut-être 15 personnes dans son staff, alors que le sport co, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont 15, ils sont 30, ils sont 40 et ils ont 10 personnes pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Bon, alors je compare pas trop au sport co parce que je connais pas trop les Non, bien sûr. fonctionnements mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple sur la préparation mentale et la le suivi psychologique, de plus en plus d'athlètes souhaitent de se faire accompagner, de manière personnelle, même s'ils sont sur, un sport, collectif. Mais c'est vrai qu'on a un gros staff. Après, l'entraîneur national, on le partage, l'entraîneur de club, on le partage avec tout le club. Le psychologue, de la même manière, il va travailler avec un grand nombre de sportifs. Il n'est pas qu'à nous, malheureusement. Mais, mais oui, on a besoin d'un accompagnement. En fait, je dirais pas que c'est nécessaire, au début de la carrière, mais quand on vient chercher des résultats, qui sont extrêmes, hein, parce qu'être champion olympique, être champion, de France, bah, c'est des extrêmes, c'est de l'excellence. Bah, on a vraiment besoin de ces petits détails et là, à ce moment-là, ces personnes, elles deviennent indispensables. Et tu parlais de cette équipe de 12 française où vous réunissez, qui forment l'équipe de France. J'imagine que vous êtes affrontés dans la jeunesse, les unes et les autres. Comment, oui, comment se Oui. passe, comment se Bah, passe cette relation? alors c'est une relation très particulière. Je ne sais pas si ça s'apparente un peu au monde du travail, où on a des collègues avec qui on va travailler en symbiose parce qu'on a des objectifs communs et à la fois on a nos objectifs individuels, donc on va dire pour récupérer nos primes individuelles, aussi pour se sélectionner et pour avoir, le, l'augmentation ou bien comment on dit? La promotion. La Donc prime, c'est ouais. un petit peu ça. On a nos objectifs collectifs et on a nos objectifs individuels et on doit manager avec ça, sachant qu'on est, coéquipières et à la fois adversaires. Donc c'est une relation qui est assez particulière. Je trouve qu'elle était gérée, en tout cas dans notre groupe, de manière très intelligente et bienveillante. On a réussi à se servir de notre concurrence comme une force et une émulation, ce qui était très, très, ça c'est assez fort. Ça n'empêche qu'évidemment, oui, des fois il y a des tensions, de la jalousie ou de l'envie,
et on apprend à vivre avec. Ouais. Puis j'imagine la particularité qu'il doit y avoir, hein, où tu as ton sparring partner pendant toute l'année et des fois tu te retrouves face à face en finale. Ouais, c'est ça. Alors quand c'est en finale, tout va bien. Je crois qu'on est toutes les 2 contentes. On se Tous parle les plein deux d'œil contre avant le ça. match. Tout va bien, mais parfois c'est bien avant ça et c'est vrai que le match franco-français est un match qui est toujours très particulier parce qu'il y a un aspect, psychologique, différent. Puis il y a aussi le fait que, est-ce que c'est la fille du groupe avec qui tu t'entends le mieux, avec qui tu partages tes plus grands secrets, ou est-ce que c'est la fille avec qui tu as moins d'affinité, mais voilà, que ça se passe bien, ou même celle avec qui tu ne t'entends pas, ça va aussi jouer. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, les liens qu'on va tisser avec ces filles-là, c'est quand même des liens très forts parce qu'on va partager 5 heures par jour d'entraînement pendant des années, puis des émotions très fortes lors des compétitions, des grands chagrins et des grands moments de joie. Donc, ça reste dans tous les cas des filles avec qui on va se lier. Alors, soit d'amitié, ça peut arriver. Franchement, moi, j'ai pas de fille avec qui je me suis vraiment opposée au point que je voudrais pas lui adresser la parole. Donc finalement, je me dis que ça a été plutôt bien géré. Mais par contre, je sais qu'il y a des filles avec qui, voilà, qui seront là le jour de mon mariage, si je me marie, et qui seront là pour mes plus grandes réussites, ça c'est sûr. Tu es de quelle génération au niveau d'équipe de France? 1996. Ok. Et alors, 1996, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Quels sont les collègues que tu as, l'équipe que tu as autour de toi en équipe de France? Est-ce qu'il y a des noms comme toi qui sont connus, reconnus? Bah alors, ma génération est une très très forte génération puisque Elle est exceptionnelle. elle est exceptionnelle, la génération 96. Notamment la championne olympique à Paris 2024 qui s'appelle Manon Brunet, Hmm. qui fait partie de ma génération. L'année juste avant, la vice-championne olympique à Paris 2024 en individuel, Sarah Balzer, qui est de 95. Donc, c'était une grosse, enfin, cette période-là a été une grosse génération et il y en a beaucoup d'autres que je cite pas, mais on a une très, très forte génération. Oui, et puis en plus, l'équipe de France a performé, surperformé, et c'est encore le cas, au-delà de Ouais. Paris 2024, en équipe, en individuel. Oui, en individuel comme en équipe et c'est là où c'est assez fort, c'est qu'aux Jeux olympiques, on a eu 2 médailles en individuel, malheureusement pas par équipe et ça c'était assez, étonnant, mais tout c'est le sport, ça arrive. Par contre, par équipe, on était numéro 1 mondial, donc on a réussi à se hisser sur tous les podiums, de l'année avant les Jeux olympiques. L'été dernier, les filles, elles sont championnes d'Europe, championnes du monde par équipe. Cette équipe-là, c'est l'équipe numéro 1 mondiale, donc on a une très, très forte équipe, oui. Ça doit être génial, comme tu dis, à l'émulation, juste avant de pouvoir être prêt, se sentir au summum quelque part, et avoir toutes les planètes alignées. Parce qu'en individuel, Oui. tu ne dépends que de toi, mais en équipe, peut-être que tu peux expliquer d'ailleurs comment se passe un match par équipe. Oui, bien sûr. Alors, donc en individuel, les tableaux, d'élimination, donc les matchs qu'on fait où soit on gagne, on continue la compétition, soit on perd, soit en 15 touches. Le premier qui a mis 15 touches remporte, le match. Alors que par équipe, c'est un format de relais. Il va y avoir des équipes de 4 avec une remplaçante et les 3 filles de chaque équipe vont rencontrer, les 3 filles opposées et ça va aller jusqu'en 45 touches avec des relais de 5 touches. Donc c'est une rencontre qui va durer à peu près 1 heure par équipe et c'est hyper sympa. On a plusieurs postes. On a le poste de poumon, c'est la fille qui va faire enchaîner les matchs avec le moins de repos. On a le poste de finisseuse. Souvent, c'est la fille qui est la mieux classée ou considérée comme, la plus forte mentalement pour pouvoir assumer le rôle, de finisseur, c'est-à-dire, de réussir à finir le match et l'avant-dernière, elle a aussi un rôle important parce que le but, c'est de mettre dans les meilleures conditions la dernière. Voilà, la D'accord, il y a finisseuse. des rôles comme ça titrés. Ok, intéressant. Ouais. Oui, il Tu, y a tu une avais vraie quel rôle, stratégie dans la généralement? manière, moi, j'ai été pas mal poumon. J'ai souvent été, considérée comme, une des filles du groupe la plus physique. Donc, poumon, c'était un rôle qui me convenait bien et aussi parce que cette équipe était tellement forte que pour être, dernière, ben, il y avait déjà des filles comme Manon Brunet ou d'autres, Sarah Balzer, donc comme j'étais, championne olympique, vice-championne olympique. Puis, on en a eu vraiment, d'autres. On a une équipe tellement forte que j'ai rarement atteint ces postes-là parce qu'il fallait être numéro 1, numéro 2, française. Voilà, pour se mettre là. Oh, c'est trop bien, génial. Et Ouais. tu te décris comme quelqu'un de déterminé, d'explosif, mais aussi rebelle. Oui. Est-ce que c'était le cas déjà enfant et ça t'a poursuivi pendant toute ta jeunesse?
Oui, je dirais que oui, j'ai toujours été un peu rebelle, mais je me rendais pas trop compte qu'il y avait un peu la chose qui revenait beaucoup, c'était l'esprit de contradiction et après le rebelle, ça a été un surnom qui est arrivé, quand j'étais en équipe de France par les coéquipières et ça s'est fini avec une fin de carrière où je suis sortie de structure pour m'entraîner avec mon entraîneur formateur, donc j'ai fini en apothéose de, je suis mon chemin à ma Du manière summum de et la rebelle. voilà, mais et ça m'a rendue très heureuse. Donc Ouais, bien sûr. j'étais rebelle dans ma manière de faire. Bien sûr, il y avait un cadre et le cadre était toujours respecté et il me convenait bien. Mais il y avait aussi cette partie, où garder un peu le lead de cette carrière qui m'appartient quand même et heu et plus je grandissais, plus je m'affirmais, donc plus les choix ils étaient, «engagés» entre guillemets, mais ça m'a bien portée et je crois que ça restera, hein. C'est une personnalité, c'est comme ça. Ouais, ça fait partie du tempérament. Et puis derrière rebelle, Mmh. on peut mettre plusieurs choses. Ça peut être anticonformiste, ça peut être justement Mmh. se faire son propre chemin. Peut-être que tu y vois une autre définition que simplement rebelle. Hein. Ouais, oui, c'est ça. T'as grandi dans un univers qui n'était pas forcément prédestiné au sport de haut niveau. Tu me dis si je me trompe, mais je crois pas que dans ta famille, il y avait des champions du monde de sabre. Non. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné cette rage de performer et ce souhait de viser l'excellence? Et ben, lors de ma première année d'initiation d'escrime, donc quand j'avais 10 ans, ce maître d'armes que j'ai eu, il a tout de suite cru en moi. Dès la fin d'année, il a convoqué ma mère, donc là j'avais un peu peur, et en fait il lui a dit Margot, elle a un talent pour l'escrime et si elle va dans un club, qu'elle s'entraîne de manière plus régulière, parce que là à ce moment-là j'étais à 1 heure par semaine d'escrime, vraiment sous un format découverte. Il a dit: «Bah, si elle participe à des compétitions, elle va être forte» et en vrai, c'est ça. Je crois que quand on a 10 ans et qu'il y a quelqu'un qui vient te dire: «Fais ça parce que tu vas être forte et tu vas pouvoir aller très loin dans ça», c'est tellement gratifiant que, moi, ça a été vraiment, ça qui m'a donné envie et après, bah, je me sentais aussi valorisée et j'avais cette chance que finalement, oui, probablement que j'avais un talent parce que je m'entraînais et ça payait donc quand, on a des résultats, qui suivent, l'investissement, c'est trop génial et puis j'ai aimé tous les aspects à côté, mais l'aspect social, du club, les compétitions, prendre le train, puis après l'avion, vivre toutes ces aventures, c'était vraiment trop cool, à côté de l'école, finir les cours. Alors j'allais pas boire, un petit café avec les copines, mais j'allais vite à l'entraînement et j'avais mon groupe d'amis, en dehors. C'était une sorte de refuge, Ouais, et puis ça t'a ouvert un monde que tu ne pensais peut-être même pas accessible et du coup avec les yeux à grains écarquillés, je pense. ouais, c'est ça. Et alors, pour expliquer l'escrime, tu vas le faire mieux que moi. Il y a trois types d'armes, si je dis pas de bêtises, entre C'est le fleuret, l'épée et le sabre. oui. Pourquoi tu as choisi le sabre? Et est-ce que tu peux expliquer un peu les différences pour les non-initiés de ces trois armes? Oui. Alors, du coup, moi, j'ai pas choisi le sabre, c'est l'arme qui était initiée, enfin, à Ah, du laquelle coup. j'ai été initiée dès la première année et ça a bien matché et j'ai continué avec celle-là. C'était aussi celle que mon entraîneur, enseignait. Mais, pour les 3 armes, en fait, le sabre, c'était l'arme de la cavalerie, donc, les personnes qui étaient, à cheval et la particularité, donc, c'est qu'on touche tout ce qui est au-dessus des hanches. Les jambes ne comptent pas et c'est la seule arme qui est une arme de tranchant. Donc on peut toucher avec toute la partie de la lame et la pointe, alors que l'épée et le fleuret, on touche seulement avec la pointe. Pour l'épée, de la tête jusqu'au pied et pour le fleuret, seulement le tronc. D'accord. Donc voilà un peu pour les différentes armes. Après, esthétiquement, elles sont un tout petit peu différentes, mais dans la globalité, c'est des armes assez légères, entre 500 grammes et 850 pour l'épée. Et ça fait environ 1,5 m la lame. Donc c'est des armes qui sont quand même la grosse différence, elle se voit au niveau de la coquille. Donc c'est la garde qui protège la main. D'accord. Et j'imagine que par rapport à ces différentes typologies de sport, puisque ce sont un peu, je sais pas si on peut le différencier un peu comme l'athlétisme ou c'est un ensemble Et avec oui, différentes exact. compétitions, Mmh. le 100, je sais pas si c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, il y a des personnes où il y a des aptitudes qui sont privilégiées pour tel ou tel type d'arme. Par exemple, toi, très bonne sabreuse, est-ce que tu aurais fait une très bonne fleurettiste? Je sais pas si on dit comme Souvent, ça, je sais pas. on rigole un peu, on a l'impression qu'il y a des personnalités ou des types
de personnes qui vont plus s'orienter sur une arme ou sur une autre. Mais pour la plupart des escrimeurs, ils ont une histoire un peu similaire à la mienne. C'est-à-dire que c'est très rare de retrouver aujourd'hui un escrimeur qui a essayé les 3 armes et qui a choisi celle qui, qu'on considérait qui convenait le mieux. Mais par contre, je sais pas si c'est l'arme qui forge la personnalité ou pas, mais on retrouve, au sabre des gens assez énervés, qui sont, c'est l'arme la plus rapide, qui sont plus excités, qui sont des personnes de prise de décision. À l'épée, on va retrouver des personnalités plus calmes en général, qui sont très réfléchies, qui sont plus posées et le fleuret, c'est un peu l'entre-deux. Mais je saurais pas trop dire si c'est parce qu'on se lisse ou si c'est le sport qui veut ça Ok. ou si finalement ceux qui réussissent, bah, c'était ceux qui avaient ces personnalités parce que c'est ce qui match le mieux. Mais en tout cas, que ça soit l'une ou l'autre des armes, c'est un sport qui est très complexe, ce qui fait que, on n'a pas de nécessité, d'avoir une qualité en particulier. On peut très bien avoir des carences sur certains domaines et exceller sur d'autres et on voit différents types de champions qui n'ont rien à voir. On a des très grands, très physiques, mais on a aussi des personnes, qui sont pas tellement, on va dire, très athlétiques, qui vont pas nous impressionner physiquement, mais qui vont être très techniques, qui vont être très précis, qui vont être très stratèges. On a vraiment de tous les profils. Ça, c'est une belle richesse et ça permet de s'identifier et de se dire que, quelle que soit notre apparence physique ou nos qualités, bah, c'est possible. Et quelles étaient tes qualités à toi, tes points forts? Bah, numéro un, vraiment, j'étais considérée comme une athlète très physique. Donc quand on dit une athlète physique, c'est avec de belles qualités, bah, d'explosivité, de vitesse, ouais, de précision. Ensuite, forcément, quand on arrive à ce niveau-là, on a de la technique, on a un peu de tout, on a un beau mental, mais une des choses, je dirais oui, que j'avais des qualités physiques un petit peu hors normes et un truc qui a aidé aussi à ma carrière, c'est que je me suis jamais blessée et dans une carrière de haut niveau, c'est assez exceptionnel. En 20 ans, 20 oui. ans de carrière, pas une seule blessure, c'est un 365 record jours comme par an à une belle victoire. l'entraînement. C'est un palmarès qui devrait être affiché, sur mon mur, On, mais voilà. on le mettra en titre Oui, d'épisode si tu veux. 20 ans de carrière, zéro blessure. ouais, voilà. Incroyable. Et tu Donc disais non, que ouais, les le, qualités physiques, je pense, les qualités physiques en numéro 1. et tu disais que le sabre, c'est une arme rapide, tranchante, Ouais. fluide. Mmh. Tu t'es reconnu en ça, dans ces attraits? Ouais, la vitesse, mais la prise de décision surtout, c'est une arme où on a très peu de temps, les touches vont très vite, on a C'est vrai peu que de ça va vite. récupération entre les différentes touches et je suis stratège, j'aime beaucoup ça et après l'escrime en général, l'idée c'est quand même de piéger son adversaire, voilà donc ça cette, relation aussi elle est hyper sympa. C'est pas un sport de combat, c'est un sport d'opposition et ça rend ça assez drôle. Après il faut vraiment imaginer pour expliquer l'escrime, c'est comme si on avait 2 chats et les 2, leur but, c'est de toucher l'autre, sauf qu'il faut vraiment que ça soit nous, la personne qui va être récompensée par les points, il faut qu'elle soit offensive. Donc il faut que ce soit elle qui vienne toucher l'autre et pas qu'elle se fasse toucher. Donc c'est comment réussir à toucher un chat, c'est enfin, une personne qui essaye de nous toucher sans qu'on le fasse en même temps et c'est hyper drôle, c'est très intuitif et même une personne qui a jamais fait d'escrime, sur une initiation, elle va pouvoir s'amuser tout de suite parce que c'est très intuitif, comme sport. À tes côtés, il y a ce côté un peu roublardise qui a l'air de Bien pas mal te sûr, plaire. bien sûr, bien sûr, mais même, dans le sport de haut niveau ensuite, l'idée c'est aussi une preuve d'intelligence, de jouer avec les règles, de jouer avec l'adversaire, donc c'est bien sûr, il y a ça, c'est vraiment il y a d'autres personnes qui comparent l'escrime à un jeu d'échecs avec une partie C'est vrai. physique, mais c'est vraiment ça. C'est poser ton pion en plein milieu, donner à la personne envie de manger, il fait ça avec son cavalier, il est trop content et puis ensuite tu lui bouffes sa reine. Voilà. Exactement. Voilà, échec. Après, ça Exact, va vite. voilà. Tu entres vite, du coup, dans le haut niveau. Comment tu as réussi, avec le recul, j'ai envie de dire, à garder l'équilibre entre la vie d'ado et cet entraînement un peu de guerrier et aussi cet univers qui s'ouvre à toi? Parce que c'est une vraie Heu, dualité, et pas préparé à ça, je ouais. pense. Donc, C'est une vraie dualité. Je sais plus si enfin, déjà, j'ai beaucoup été les structures ont participé quand je suis entrée à l'INSEP, on avait des horaires aménagés avec une école qui était directement dans le centre sportif, donc ça, forcément, ça aide. On avait un vrai accompagnement si on avait des difficultés au niveau scolaire. On avait aussi un responsable de pôle qui surveillait qu'on ait des bonnes notes et si on n'avait pas des bonnes notes, on était privé d'entraînement, donc pas trop de choix, de il y a gérer les la 2 carotte et le projets. bâton.
Voilà, exact. Après, je voulais vendre un petit peu l'INSEP parce que, le directeur de de l'école, il est super, mais il y a 100 de réussite au bac. Donc, pour donner un c'est quand même assez fort pour des élèves qui ont bien moins d'heures de cours et qui, en plus, ont beaucoup d'absences. Donc, on a là, pour le coup, les structures, ça a beaucoup aidé. Et après, forcément, j'avais pas le même quotidien qu'un enfant qui avait pas de compétition à ce niveau-là. Mais finalement, on passe pas de week-end avec les copains à aller au cinéma, mais on est quand même avec des copains Ouais. ailleurs et puis on se fait des amis du monde entier. Enfin, on arrive et puis aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux participent énormément. On avait quand même notre vie sociale d'une autre manière et je pense que c'est que je me suis quand même beaucoup amusée dans tout ça. C'était, pour moi, je voyais ça comme, du sport de haut niveau, mais aussi beaucoup comme un jeu. Donc ça allait, c'était pas que de la contrainte et du sacrifice. Oui, tu as vraiment vécu ça comme une aventure, une expérience avec tout le côté positif que tu pourrais en ressortir à t'écouter. Ouais, mais vraiment, je peux pas vendre ça comme, un truc trop beau parce que c'était pas que trop beau. Il y a beaucoup de Non, choses très difficiles. Rester à l'INSEP est très difficile. On est sur un siège éjectable. Parfois, on va tout donner et l'année suivante, on peut être, viré de l'INSEP et notre, rêve, il peut s'arrêter là. Parfois, on a un club qui peut plus nous aider financièrement et ensuite, bah, si on peut pas payer la prochaine coupe du monde, on n'y va pas. Enfin, il y a plein de choses difficiles et puis, bah, les échecs, quand on n'atteint pas nos objectifs et que au fur et à mesure, on est plus sélectionné sur les compétitions où voilà, ça peut être il y a quand même pas mal de choses, difficiles et vivre avec nos concurrentes numéro 1 n'est pas la chose la plus facile. Mais il y a tellement de choses merveilleuses, franchement, s'il y a une vraie dualité et où c'est les gens le disent, hein, c'est l'école de la vie. Alors je pense le sport, c'est l'école de la vie et le sport de haut niveau, c'est Sciences Po de la vie, c'est les écoles, d'élite. Quand on en sort, on est capable de grandes choses. beh, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Mais c'est sûr que je pense que c'est le niveau d'intensité. Tu vis les choses avec une très forte intensité, que ce soit en positif ou en négatif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand les victoires, elles sont là, c'est très précieux, c'est très fort, mais du coup, de la même manière, quand c'est difficile, c'est très difficile. Et tu disais qu'on rentre en équipe de France, après 20 ans, senior. Tu fais donc en 2017, ta première coupe du monde avec l'équipe de France, senior cette fois. Mmh. Et tu décroches dès ta première coupe du monde la médaille d'or par équipe. Ouais. J'imagine que ça a dû être un sentiment hyper particulier. Alors c'est trop beau, moi j'étais très fière d'intégrer cette équipe parce que comme tu dis, quand on fait une première coupe du monde par équipe et qu'on la gagne, ça montre à quel point cette équipe elle est forte. Intégrer une jeune et réussir à gagner, ça montre à quel point il y a un vivier, une relève C'est et ce que j'allais te dire. C'est que en plus, t'es oui, arrivé dans une équipe où il y avait le niveau là-haut et ouais. t'as pas le droit de décevoir, quoi. Bah, c'est très rigolo parce que l'été, avant de faire ma première entrée en équipe, les filles sont championnes du monde par équipe et j'assiste à ça parce que je suis remplaçante, donc j'étais 5e. Je vais en Chine, c'était en Chine. C'était exceptionnel, à ce moment-là, on n'était pas encore l'équipe de France comme on l'est maintenant, qui a un statut très, très élevé. Le groupe commençait à être fort, mais il était pas en c'était le 1er grand championnat gagné comme ça et je me souviens parce que je suis remplaçante, toute cette saison, je fais des super résultats et je crois beaucoup et j'ai envie d'aller chercher cette place et à l'issue de cette compète, je me dis: «Bon, bah, Margot, retourne au travail, il y a encore énormément à faire. Honnêtement, elles sont championnes du monde et sans toi, tu vas pouvoir aller retourner à l'entraînement et continuer de gravir les échelons». Finalement, dès le début de la saison, il y a une fille qui est blessée, donc je rentre dans cette équipe et là, on gagne et ça me conforte et je me dis: «Je me suis trompée dans mon analyse. Elles ont été trop fortes, elles ont été championnes du monde parce qu'elles sont trop fortes et elles auraient pu le faire avec moi aussi». Et du coup, mon mindset, il change et c'est vrai que rentrer dans cette équipe et vivre une victoire, ça m'a aussi permis de grandir moi, dans ma tête et de me dire: «Bah si, si, c'est possible, c'est pas parce que tu peux pas y aller que tu es pas assez forte, c'est juste que les autres sont très, très fortes, elles aussi et il faut juste réussir à se placer plus haut». C'est intéressant cette capacité d'analyse que tu as eue. Tu l'as eu sur le moment venu ou c'est après que ça a mis du temps à Bah, mûrir? du coup, ça c'est vraiment venu après cette victoire-là où je me suis dit Ok. je pensais que j'avais pas du tout le niveau parce qu'en les voyant championnes du monde, je me disais: «Mais ça, c'est pas j'en suis pas là» et le fait de gagner la coupe du monde dès la première entrée, je me suis dit: «Si, en fait, tu y es, mais il va juste falloir réussir à se hisser dans cette équipe» et aujourd'hui, cette équipe, elle le montre hyper bien parce que je crois que sur les 3 derniers championnats d'Europe, les équipes, elles sont différentes à pratiquement 50.
et elles sont toutes championnes d'Europe. Il y a eu en 2 ans, sachant qu'une équipe, c'est 4 filles, en 2 ans, il y a eu 7 championnes d'Europe par équipe. Ça veut dire qu'on a changé l'équipe de 80% pratiquement 75 et elles sont quand même championnes d'Europe. Donc c'est une équipe très forte, mais la grosse difficulté, bah, forcément, c'est moi, par exemple, je me suis pas qualifiée pour les Jeux olympiques. Mon combat, il était contre les Françaises. C'était les filles avec qui je m'entraîne qui sont trop fortes et peut-être que j'aurais été dans un autre pays, je me serais qualifiée et peut-être même que j'aurais fait quelque chose. Mais en tout cas, en France, le niveau, il était tellement dense que bon, c'était très compliqué. Alors, tu fais un saut de 7 ans. On va y arriver. On va y arriver à ça. Mais j'imagine justement que 2017, donc c'est ta première médaille d'or par équipe. C'est toujours un sentiment particulier. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis ou d'un flashback? Il y a un souvenir, il y a un moment de cette première médaille ensemble, comme tu dis, en équipe, dans un sport individuel, où tu arrives à tenir la dragée haute avec l'équipe de 2016? Je me souviens surtout, enfin, en fait, je pourrais pas je me souviens des moments sur les bancs. En gros, la grosse particularité de l'épreuve par équipe, c'est comme c'est des relais, on se débranche, on a nos fils, ça, en général, les gens le visualisent bien parce qu'aux Jeux olympiques, on débranche ce fil et en fait, on passe le relais à notre coéquipière et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, on est plus seul sur la piste et on se débranche et finalement, on continue. C'est comme si on était encore sur la piste alors que c'est l'autre qui fait son match. Franchement, ce qui m'a vraiment porté, c'était cette ambiance, c'est cet esprit bleu. Franchement, moi après, je suis fan de mon équipe, de mes coéquipières, mais elles étaient plus âgées que moi à ce moment-là, ces filles-là, et elles nous donnent confiance. Elles nous disent des mots elles nous encouragent. Alors que peut-être qu'un jour on prendra leur place, mais en tout cas sur ce match-là, on est toutes ensemble et enfin, c'est trop fort. Les émotions par équipe, honnêtement, elles sont décuplées. Et moi, j'ai un plus gros palmarès par équipe qu'en individuel. Et j'ai pris plus de plaisir sur mes médailles par équipe. Et l'escrime, c'est autant mental que physique. Tu retranscris bien dans tes propos. Ouais, Euh, je saurais pas dire si c'est. Je saurais pas mettre Ah non, la proportion. ouais, Mais je ne oui. saurais pas le dire non plus. Mais dis-moi, il y a les deux, Mm. il y a les deux sphères à prendre en compte. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un vrai changement de paradigme là-dessus sur ces 15-20 dernières années, sur l'aspect mental par rapport au physique? Oh oui, vraiment. Bon, ça nous vient un peu des pays étrangers où ils ont plus de moyens, disons, dans le sport. Parfois, ils investissent plus, où ils n'ont pas hésité très vite à rajouter des accompagnements annexes. Alors qu'en France, c'était peut-être un peu plus tabou, mais aujourd'hui, aucun sportif se prive de se faire accompagner, sur le plan mental parce que c'est prouvé que cet accompagnement-là, il nous permet forcément soit d'être plus performants, soit d'être mieux dans notre carrière et comme on dit, on vit des choses tellement hautes qu'on a besoin d'avoir un endroit, un exutoire, une personne à qui parler, une personne qui comprenne, une personne qui nous écoute et cet accompagnement-là et des conseils aussi. Mais oui, cet accompagnement-là, aujourd'hui, il est beaucoup plus, démocratisé, beaucoup plus Hmm. populaire, quoi. Alors que quand on est entré, non, c'était pas moi, mais mes 10 premières années, je me suis pas faite accompagner ni, par une psychologue, ni par un préparateur mental. Et puis tu avais peut-être ce côté encore un peu tabou de il ou elle a besoin d'aide. C'est limite anormal. Non, c'était plus l'entraîneur qui disait, quand tu rates une compétition, tu vas pas chercher des excuses ailleurs. Il faut que tu retournes au travail et que tu fasses plus de marche-marche-pente, plus de déplacements devant les miroirs, les fondamentaux. Peut-être que tu fasses plus de footing. C'était plus ça, les croyances de l'époque. C'était que si on commençait à dire qu'on avait perdu parce qu'on était stressé, ben, on se donnait des excuses. Alors que bon, bah, aujourd'hui, on perd une compétition parce qu'on est stressé, c'est comme ça. On peut bien connaître son texte et avoir super bien révisé notre oral, qu'on peut très bien rater notre oral, pas parce qu'on n'a pas bien travaillé, mais parce qu'on n'a pas su gérer notre stress. Et c'est très dommage de ne pas travailler là-dessus, parce que si ça se reproduit encore et encore, ça finit par créer des sentiments assez difficiles pour l'athlète. On retourne au travail, on donne toujours plus, on va aller chercher du surentraînement parce qu'on se dit bah ça n'a pas suffi, alors que finalement peut-être que les problèmes à régler ils sont ailleurs. Tu parlais de compétition en équipe où tu as pris le plus de plaisir. Tu as fait aussi une petite vacation en 2019 parce que l'équipe de France ne te suffisait pas, donc tu es allé en équipe de France militaire. Oui.
Tu peux en Et parler oui, un petit c'est peu? vrai, c'est bien ça. Donc ça a été en 2019, si je me souviens bien, et ça a Ouais. été plutôt une réussite aussi. Oui, donc j'ai des coéquipières qui sont soutenues par l'armée, donc qui sont militaires, et qui, sont détachées pour pouvoir s'entraîner et elles avaient besoin d'une coéquipière par équipe et du coup, j'ai eu la chance, de participer à l'épreuve de championnat du monde, militaire. On est championne du monde militaire et c'était très cool et d'ailleurs, à cette époque-là, on perdait énormément contre la Russie, qui était un grand pays de l'escrime et on avait battu les Russes et on était ultra contents. T'as eu alors, c'est très résumé ce que je vais dire, mais t'as eu un parcours semé de réussite de façon très régulière, de ton début à la jeunesse jusqu'à 2023 où tu as été vice-championne du monde par équipe. Tu as ce JO Paris 2024 dont tu voulais parler tout à l'heure, qui était une échéance très particulière parce que j'imagine la pression. C'est Mmh. en France, c'est dans ton pays, c'est avec tes copines. Ouais. J'imagine que j'imagine même pas justement la préparation, comment elle a dû être difficile, et aussi la pression que vous deviez avoir de dire ben voilà, c'est les Jeux en France, il faut faire les fameuses 100 médailles. Il y a toute l'attente du public autour de vous, hein. Bah, ça a été, il y avait un double enjeu parce que honnêtement, oui, il y avait une pression comme on n'a jamais connu avant, mais on avait aussi un engagement comme on n'a jamais connu avant. Un engagement au niveau des partenaires, mais un engagement fédéral, un engagement institutionnel qui était très différent, qui a fait beaucoup de bien. Beaucoup de soutien aussi. Donc il y avait les 2. Maintenant moi, pour résumer, globalement, je ne me suis pas qualifiée parce que les autres filles étaient plus fortes et finalement, j'ai assez bien vécu cet échec parce que, dans les équipes, en fait, il y avait 2 filles, ben, les 2 qui ont été, Sarah et Manon qu'on a citées tout à l'heure, qui étaient déjà pratiquement qualifiées avant le début de la qualification, tellement elles étaient placées haut dans le classement mondial et dès la première coupe du monde qualificative, une troisième fille est venue et a fait un podium, c'est Cécilia Berder, qui est une athlète qui avait déjà fait pas mal d'olympiades et très forte aussi. Ce qui fait qu'en fait, la qualification, elle s'est finie pratiquement dès le début. C'était déjà une qualif olympique, c'est dur, mais là, c'était une course à réussir à repasser Mm. devant des filles qui sont excellentes et qui ont déjà excellé. Et en fait, j'ai eu toute une année pour me dire, je vais tout donner quand même, mais ça va être très, très, très compliqué. Et c'était une course dans une course. Donc, moi, j'ai pas eu de regrets sur ça parce que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et finalement, j'ai moins de pression peut-être du fait que les filles, elles ont pris leur place aux Jeux Olympiques bien trop tôt pour nous laisser espérer. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que dans certaines disciplines, hein, ça se décide quelques mois avant la fin de parcours, tandis que bah, toi, comme tu l'as dit, tu l'as su assez tôt, quelque part. Bah, en fait, ça se décidait quand même assez tardivement, mais la manière dont on est sélectionné faisait que, les filles qui ont performé dès le début, elles étaient pratiquement intouchables. Parce que c'est un quota par pays, c'est ça? Pour participer aux Alors, JO? Tu peux nous, nous aux expliquer? Jeux olympiques, pour l'escrime, donc pour le sabre, si jamais on arrive à placer l'équipe de France, donc c'est là où on a un double enjeu, c'est qualifier par équipe l'équipe de France aux Jeux olympiques et pour ça, il faut qu'on soit dans les 4 meilleures nations mondiales, donc dans soit, 1re ou soit 4e mondiale, mais pas plus loin et ensuite, il y a un pays par continent qui est qualifié par équipe. Si on arrive à faire ça, eh ben, on peut présenter 3 filles en individuel. Si jamais l'équipe de France n'est pas dans ces 4 premiers pays mondiaux ou le premier pays européen, c'est seulement une Française maximum, donc même pas obligatoire, qui pourra participer aux Jeux olympiques en individuel et donc pas d'équipe, aux Jeux olympiques. Donc nous, on s'était qualifiés par équipe et du coup, cette qualification, elle a été due au fait que là, c'était au moment où j'étais en équipe, donc en 2023. La qualification, elle commence au moment des championnats d'Europe où on est, championne d'Europe et vice-championne du monde. Donc là, on prend plein de points pour les Jeux olympiques. L'équipe, elle est qualifiée. On sait qu'en fait, sur l'année 2024, c'est la place en individuel qui va se jouer. Maintenant, on a qualifié l'équipe. Il faut continuer à bien placer l'équipe pour qu'elle reste très haut et qu'on ait un bon tableau. Mais ensuite, il restait juste à savoir qui composerait cette équipe. Et c'est ça qui est un peu difficile, mais voilà, c'est le jeu. Mais moi, du coup, j'ai participé à qualifier cette équipe et une fois qu'elle était qualifiée, bah, j'ai pas réussi à choisir, enfin, à me hisser pour prendre une de ses places. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez dur et qui est particulier à l'escrime. Ouais.
C'est ce que j'allais te dire, c'est très frustrant. Maintenant que l'on connaît le système, c'est comme tu as dit, une équipe de France, c'est 4+1 avec le remplaçant, donc c'est 5 Mm. personnes, et au final, tu que 3 individus qui ont été pris maximum, qui pouvaient être pris Ouais, c'est maximum. 3 individuels et il y a une quatrième fille qui est sélectionnée pour les Jeux Olympiques qui participe seulement à l'épreuve par équipe. Ouais, exactement. Mm. Exactement. Et tu as connu, enfin j'imagine que oui, ton rang, c'était quoi après? Au final, tu étais cinquième juste derrière ou L'année des Jeux, non. Enfin, au final, l'année des Jeux, mes résultats, ils sont pas extraordinaires. Je suis pas cinquième. Je suis peut-être plus loin, 6, 7. Enfin, en Hmm. fait, à partir du moment où j'étais pas Oui, dans les tu. 3, très vite, il y a plus, Hmm. je cherche pas. D'ailleurs, c'était une place qui me donnait pas envie. Je n'avais pas envie d'être au plus près des Jeux Olympiques, remplaçante, qui en plus c'était un poste que j'ai déjà connu dans le passé, qui est très formateur, mais très douloureux aussi. À ce stade de la carrière, c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas envie de vivre de cette manière. Et alors, comment tu les as vécus, toi, les JO? Donc, bon, tu n'as pas pu être qualifié, mais une fois avoir fait ce petit deuil, on va dire, que tu as fait au final assez rapidement, comment tu as vécu cette effervescence et ces JO et de voir tes copines, match après match, gravir les échelons? Et ben, d'abord, je me suis laissé l'opportunité de pas aller voir les Jeux Olympiques. Enfin, je me suis dit: «Si Ok. je ressens que c'est douloureux, peut-être que je partirai à l'étranger, que je fuirai les Jeux Olympiques», et finalement, j'ai très vite senti que j'étais en paix avec ça, donc j'ai pris des places quand l'opportunité, elle s'est présentée, et j'ai assisté à la finale, historique des 2 filles en individuel, et les par équipe aussi, j'ai pu aller voir. Puis j'ai adoré, c'était magnifique, le Grand Palais, et je les ai Ouais. assez bien vécus, je les ai vécus en paix, donc déjà, c'est quand même, assez fort quand l'objectif est de se qualifier et de pouvoir regarder ses coéquipières et les encourager. Et j'étais hyper contente pour elles. À partir du moment où, de toute façon, moi, je ne pouvais pas ramener de médaille, j'avais vraiment envie que mon équipe et que les filles, eh ben, elles récompensent leur travail. Et puis, ça légitime encore plus leur place. On se dit pas, oh purée, ça aurait été mieux que ce soit moi. Ouais. Oui, non, mais c'est vrai. Et puis, ça restait partenaire aussi. Et de réussir Ouais. à faire le pas de Non, côté, non, comme tu dis, c'était j'ai pas génial. eu de mal à me réjouir de leur victoire, qui est très cool parce que ça aurait pu ne pas être le cas, et si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été totalement alignée et très sûrement très loin. Et justement, pour faire un petit rewind de ce qui s'est passé au JO, tu pourrais l'expliquer mieux que moi, mais c'était un scénario un peu idyllique. Bah, déjà, Mmh. le cadre, tu en as parlé, le Grand Palais qui Oui. était Mmh. magnifique, qui rendait super bien à l'image. J'étais pas à Paris, mais moi, j'ai vu à l'image. Donc, tu as le Grand Palais qui était magnifique, tu as eu ce parcours. Ben, elles ont été pas trop inquiétées, j'ai eu l'impression, mais je suis pas Ouais, expert, non, 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 elles ont t'en parleras mieux que moi. Et cette fameuse descente où tu les voyais émus les deux et presque à se soutenir du regard et à se dire, ben voilà, en fait, comme tu l'as dit un peu plus tôt, ouais. quand tu as eu une finale, ben en Là, fait, ouais, on l'a fait, tu vois. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, vraiment, c'était ça, je pense. Après, elles sont toutes les 2 très guerrières, et il y a un Oui, truc de genre trop bien, mais elles ont mis le masque, et le oui, but, c'est ça, c'était, ça a d'aller été chercher la plus reparti. belle des Ouais, médailles, hein. c'est Mais sûr. ouais, c'était un scénario idyllique, et moi, je suis enfin, ça rend fier, hein, ça rend fier notre pays, ça rend fier notre sport. Ça fait une belle visibilité aussi, ça fait connaître ce sport. Moi, je l'ai commencé par hasard, et tous les autres sports que j'avais faits, je les avais choisis, donc celui-là, si je l'ai pas choisi, c'est parce qu'il est pas connu, parce qu'on n'en parle pas. Donc quand les filles, elles arrivent à faire ça à domicile, sur la plus grande compétition, bah, elles mettent en valeur notre sport, on est fiers, on est heureuses, et voilà, c'était trop cool. Ouais, puis comme tu dis, l'attitude, d'avoir les deux Mmh. drapeaux français comme ça sur le podium, et cette union Mmh. qu'il y a eu à la fin, où je crois que c'est Manon qui portait Sarah, pareil pour la Mmh. féliciter, tout ça, c'était une belle image dans l'attitude et Ouais. dans la cohésion. Et avoir ces deux Mmh. drapeaux français, c'est génial. Ouais, non, c'était trop cool. Tu as été une partenaire efficace avec d'autres. Ouais, super. C'est tout ce dont je rêvais, les préparer au Non, mieux. non, mais quelque part, une fois que comme tu dis, une fois que tu es en paix, comme tu dis, tu leur souhaitais le meilleur. Donc, Oui, oui. c'est Non, non. ça, c'est chouette. Tu as eu, Mmh. justement, on va parler un peu de la suite, puisque tu as 30 ans à peine, si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est ça? 29, 30 en juin. 29, pardon. Tu vas sur ta 30e année. Bon. Mmh. Euh,
t'en es où de ton parcours? Quelle est normalement la carrière, la suite? Jusqu'à Et quel âge vous allez en ben, escrime? je savais pas trop si j'allais, poursuivre pour aller jusqu'à Los Angeles et là, il y a 2 semaines, j'ai participé à une compétition qui s'est bien passée, c'était trop cool avec les copines. Je fais un plutôt bon résultat, je perds contre, la 6e mondiale à une touche, 2 touches, enfin, mais je fais, une très belle compétition. Je strike en poule. Striker, ça veut dire, je bats toutes les filles de ma poule et je suis, directement qualifiée pour, le tableau principal, enfin, super compète et en fait, sur le retour, dans l'avion, je me rends compte que, c'était trop bien et que je suis censée repartir donc là, on était le lundi. Le lundi suivant pour les États-Unis pour, la coupe du monde suivante et à ce moment-là, je me dis: «Non, c'est trop, c'est trop, trop». En fait, j'ai ressenti vraiment d'abord, j'ai une entreprise à côté et un projet que j'adore et j'avais beaucoup de choses à faire et en fait, c'était un déclic. Je me suis dit: «Mais waouh, ça va faire trop, il y a trop de choses et ce que j'ai envie, beh, c'est d'être à Paris avec mon entreprise et pas de reprendre cet avion pour aller, aux États-Unis» et ça a été, pas du tout prévu et comme, un peu alors je sais pas si c'est pas l'esprit rebelle, mais c'est vraiment aussi un peu ma manière d'être, qui prendre des décisions, sans avoir besoin de les mûrir, trop longtemps. Mais j'ai ressenti que c'était le moment et je me suis dit: «Eh ben, je savais pas que la reconversion, ça pouvait se passer comme ça». J'ai toujours bien sûr, j'y ai pensé, enfin, de nombreuses fois à comment ça allait se finir, programmer la date. En général, c'est comme ça que je Choisir. l'imaginais. Mmh. Ouais et finalement, là, à ce moment-là, j'ai su. Donc on est rentrés le soir, le lendemain matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai après appelé l'entraîneur adjoint national et je lui ai dit: «Bon, bah, je voulais t'annoncer que je libère ma place pour la prochaine coupe du monde et aussi que je me retire de la scène internationale» et après c'est parti, entraîneur de club, présidente de club, toutes les personnes qui ont participé de près et de loin, mon préparateur mental, tout et voilà, ça fait, 2 semaines que je suis retraitée. Tu es retraité, vie de sportif Ouais. et personne ne s'attendait à ce coup de fil, j'imagine en plus? Non, Ça personne ne ouais, s'attendait. Surtout que la compétition, elle se passe bien. J'ai participé à 2 coupes du monde depuis le début de l'année. Je me place dans les 6 meilleurs français. Je suis sortie de la structure d'entraînement INSEP. Je m'entraîne que de mon côté, à ma manière. Enfin, c'est quand même, assez exceptionnel, je m'entraîne bien moins que ce que je faisais, je mène 2 projets de front avec mon entreprise. Mon début de saison, il est très bon enfin, il est solide. il présage de belles choses donc il y a aucune raison à ce moment-là que j'arrête, sauf le fait que, bah, j'ai envie de faire autre chose. C'est ce qu'on appelle un magnifique happy end. Ouais, non, oui, vraiment. Vraiment, Tu vraiment. tu crois que c'est dans ces moments-là que l'on renforce le leadership? Est-ce que je qui sait? Je sais pas si je peux affirmer ça, mais On en reparlera dans quelques années. Est-ce que la décision était voilà, la bonne? Comment tu as peut-être fait mûrir trop les tôt, choses? peut-être que j'ai pas assez de recul depuis 2 semaines. Et alors justement, j'aimerais qu'on parle de ton deuxième casquette, puisque tu l'as Mmh. dit en préambule, tu fais partie de ces quelques personnes qui mènent deux projets de front, la vie professionnelle sportive et la vie professionnelle, mais pas salariée, entrepreneuriale. Tu as Ouais. souhaité vraiment t'engager et créer un projet social et même sociétal. Est-ce que Mmh. tu peux parler un petit peu de ce projet-là, s'il te plaît? Bah oui, avec plaisir. Donc, on l'a dit que j'étais maître d'armes. Il s'avère que dans toute cette carrière, dans l'environnement, la partie dont on n'a pas trop parlé, c'est la famille. Moi, j'avais une famille, très soutenante, mais qui restait aussi assez loin de tous les résultats, qui me mettaient pas la pression. Et une des personnes qui me soutenait particulièrement était ma grand-mère. Donc, en fin de vie, elle a vécu jusqu'à 91 ans et en fin de vie, elle était institutionnalisée en établissement, donc en EHPAD. Et quand j'allais lui rendre visite, tout ce qui l'intéressait, c'était l'escrime. Donc elle me posait toujours énormément de questions sur les règles, sur ce sport, sur mes voyages, sur mes résultats, mais tout l'univers de l'escrime, c'est quelque chose qui la faisait voyager et donc elle prenait beaucoup de plaisir à m'écouter, parler de ça ou que je lui montre des photos, des vidéos, et en fait, dans le cadre de ma formation de maître d'armes, j'ai appris que la Fédération française d'escrime proposait une formation pour adapter l'escrime aux personnes âgées. Ma grand-mère était déjà plus là à ce moment-là, mais je me suis imaginée, j'ai eu l'image, la vision d'elle qui pouvait pratiquer l'escrime dans son établissement et j'ai très vite enfin, je me suis tout de suite dit: «Il faut que j'apprenne, il faut que je me forme et que je vois ce que ça donne». Révélation, dès le premier, dès la première initiation, j'ai des résidents qui essayent et il y a une dame qui me dit:
Je pensais pas qu'à mon âge, je pourrais faire de l'escrime et si ça, c'est possible, tout est possible et moi, je me dis: «Bon, ben ça y est, je sais où je vais». J'ai vraiment Objectif trop envie atteint. donc ouais, voilà, je me dis, donc j'ai mon diplôme de maître d'armes, je suis en carrière. C'est vrai que je me sens pas encore d'aller entraîner des jeunes. J'ai eu une première expérience quand même en club où j'entraîne des jeunes, mais c'est très proche. Les jeunes, ils s'inspirent de mon parcours de sportif de haut niveau, ils rêvent du haut niveau, ils vont vers de la compétition et je me sentais pas dans un moment de répit, en fait, quand j'entraînais parce que j'avais l'impression de faire escrime compétition en jeu et retourner le soir en club et faire ça. Alors que, là, à ce moment-là, quand je suis formée avec les personnes âgées, c'est une dimension totalement différente. C'est une dimension qui touche le bien-être, qui touche la santé. Il y a une partie où on vient alors toucher le mental, mais c'est la confiance en soi, c'est la dignité, c'est des dimensions tellement différentes et puis il y a aussi le fait que les personnes âgées, elles sont très reconnaissantes. Enfin moi, je suis attendue comme le messie quand j'arrive. Elles installent, la salle, elles restent avant, après. Ce moment-là, c'est un moment très précieux, peut-être moins, mis en valeur par des jeunes qui sont à l'école et qui, pour le coup, vivent plein d'autres choses merveilleuses et du coup, à ce moment-là, je décide de m'engager vers ce public mais je me dis: bah, je suis en carrière, je vais donner un cours par semaine, donc le mercredi après-midi parce que c'est notre jour de repos, à ce moment-là, je suis encore à l'INSEP. Mercredi après-midi, c'est le moment où je suis disponible, donc je donne un cours de 1 heure et demie en résidence autonomie pour des personnes âgées qui ont très peu de pathologies et ensuite 1 heure de cours en EHPAD pour des personnes avec plus de pathologies physiques et mentales et voilà, là, c'est le début de l'aventure parce que, je prends énormément de plaisir. J'ai de la chance aussi qu'à l'approche des jeux olympiques, vu que c'était juste avant, on a une couverture médiatique qui fait qu'au lieu de les amener à l'INSEC, moi, je les amène pour voir un peu ce que je fais, avec, les personnes âgées parce que ça me plaît trop et le projet grandit au fur et à mesure jusqu'à ce que je monte ma structure qui s'appelle Senior de haut niveau et aujourd'hui, j'ai rédigé une méthode d'entraînement. Pendant le mois de février, je vais former, des STAPS APA, donc des étudiants, qui sont éducateurs, sportifs spécialisés dans les publics fragiles, à ma méthode. Ils vont pouvoir enseigner, l'escrime aux personnes âgées, avec le format que j'ai créé. Donc voilà et là, maintenant, tout ce que j'ai envie, c'est que l'escrime, se diffuse dans toutes les résidences autonomie, tous les EHPAD, tous les centres médico-sociaux, qui s'occupent des personnes âgées et vraiment montrer que c'est un sport qui s'adapte, parfaitement aux gens, qui a énormément de bienfaits et qui, voilà, qui mérite d'être beaucoup plus connu aussi. On sent beaucoup de sourire et d'engagement dans la façon dont tu parles Ouais, de ça. ouais, j'ai de la chance, d'avoir vécu une vie de passion dans le sport et c'est vrai que la reconversion, c'est un grand sujet pour les sportifs de haut niveau qui peut être très appréhendé et oui, qui a été appréhendé même par moi pendant ma carrière parce que je me disais: «Est-ce que je vais trouver quelque chose qui va me plaire autant?» et quand j'ai commencé à travailler sur ce projet entrepreneurial, je me souviens que c'était avant l'entraînement, je me mettais sur mon ordinateur et je me mettais à écrire des idées très vite et ça m'excitait et je sentais mon cœur qui battait un peu plus vite et parfois je regardais l'heure, j'avais peur d'être en retard et en fait, très vite, j'ai senti que j'avais de l'adrénaline à travailler sur ce projet, qu'il y avait cette partie humain, enfin vraiment, avec l'humain au cœur du projet et en fait, ça me convenait tellement parfaitement que c'est ça aussi qui m'a poussée là à prendre cette décision, c'est que je commençais à avoir ces 2 projets passion et je me dis: «Ouh, bah, il y en a un qui est en train de prendre plus de place et qui a envie, enfin qui a besoin aussi de plus de temps, et du coup, j'avais vraiment envie de me dire: «Allez, c'est parti, je pars dans cette nouvelle aventure, quoi». Et comment tu te nourris de ça? Quelle émotion ça te procure? Est-ce que c'est la Je transmission? Est-ce que c'est justement le regard, redonner de l'autonomie aux gens? Et- c'est, alors les sourires, j'ai franchement les sourires, la fierté, ils sont super fiers et ils le montrent, mais ils le disent aussi, les résistants. Ils disent, «Ah non, mais tu peux pas me rendre visite, maintenant, parce que j'ai cours d'escrime» ou des fois les familles viennent et en plus les familles prennent du plaisir aussi à venir sur le créneau d'escrime pour voir, leurs parents, s'exercer, avec le sourire, s'amuser et se sociabiliser, donc il y a vraiment de la fierté, il y a des sourires et voilà et évidemment la transmission parce que, les personnes âgées, surtout pour une personne comme moi qui a évolué dans une structure d'excellence pendant, plus de 10 ans à l'INSEP, où j'ai été en internat, on n'en voit pas en fait. Nous, on est dans un cercle où on voit des sportifs de haut niveau toute la journée, puis le week-end, des sportifs de haut niveau et finalement, on est isolés de tout ça, un peu comme eux, mais d'une autre manière
Et là, en fait, on recrée du lien, entre les différentes populations avec le sport et avec ma passion et c'est trop beau. Moi, je prends énormément de plaisir, et eux aussi, donc c'est un vrai partage. Tu vois l'escrime comme un vecteur social puissant de Ah t'aider, hein? oui, Est-ce ouais. que, est-ce que au-delà de ce projet-là, tu as d'autres idées qui te viennent en tête, tu as d'autres tuiles comme ça que tu veux mettre dans ton entreprise? Est-ce que tu veux en parler ou pas, hein, Ouais, bah, déjà, ce projet-là, il est venu, il est pas venu de rien du tout. C'est que dans le club dans lequel j'ai été formée avec mon entraîneur, qui a quand même été une figure très importante, de ma carrière, qui s'appelle Olivier Servart, d'ailleurs. J'allais te Heu, demander son prénom parce ouais. que t'en parles sans arrêt, au moins Bah on a un oui, nom mais c'est sur... un anonyme. Lui, c'est un anonyme, bien que il a fait un téléfilm avec Claudia Tagbo et madame Lamy, qui s'appelle Toucher, qui met en valeur ce que lui, il fait. Donc en fait, dans le club dans lequel j'ai commencé, il y avait de l'escrime loisir, de l'escrime de compétition, mais il y avait aussi de l'escrime pour les femmes qui ont subi des violences sexuelles, et il servait de cet outil, comme réparation. Et donc ce film-là qui s'appelle Toucher, ce téléfilm, il met en valeur ces ateliers-là. Donc en fait, très vite aussi, j'ai été sensibilisée que ça pouvait être un outil de performance, mais que c'était pas seulement ça. Il y avait aussi, une session pour les enfants précoces et ça les aidait à se sociabiliser, à régler des problématiques qu'ils avaient, qui étaient un peu propres, à un enfant qui est en avance sur son âge, mais parfois qui a d'autres difficultés. Et du coup, j'ai vraiment appris que l'escrime, c'était pas juste, une activité pour se défouler et qu'on pouvait faire d'autres choses avec. Et moi, bon, je me suis orientée vers un public qui me touche, avec qui je m'entends très bien. C'est des râleurs, les personnes âgées. Ils comme hésitent pas à toi. dire quand ça leur plaît pas. Ils sont très francs et donc on matche bien, voilà. Ouais, super. C'est génial. Tu fais aussi des interventions dans des entreprises. Tu avais notamment des partenaires, hein, Oui, que tu accompagnes toujours peut-être? ouais, alors, bah, du coup, l'accompagnement va prendre fin parce que là, je suis en Ben oui. reconversion, mais j'ai de très, très bons liens avec les partenaires qui m'ont soutenue pendant ma carrière. Et c'est vrai que oui, j'ai été avec, les dirigeants commerciaux de France, j'ai été avec Air Liquide, avec France Travail et j'ai eu l'occasion, de rencontrer les collaborateurs, parfois les dirigeants d'entreprise et de les initier à l'escrime et aussi de leur partager les outils, bah, ce dont on parlait, cette carrière de haut niveau et cette expérience, la gestion des échecs, du risque, la pression, la concurrence, les relations avec, les collaborateurs, la hiérarchie, tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vécues et qu'on a dû traiter, pour pouvoir réussir à allier, bah, ces difficultés-là ou ces défis-là et la performance. Et c'est quelque chose qui intéresse pas mal, les entreprises. Et avec mon statut de maître d'armes, je peux allier la conférence, mais aussi la mise en pratique et du coup, c'est super sympa, et c'est très impactant aussi. Donc je prends du plaisir à faire découvrir l'escrime à tous ceux qui n'en ont pas fait et ils sont nombreux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, toi qui as le côté sportif, le côté entrepreneur, quel lien tu ferais entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat? Quand on est sportif de haut niveau, déjà, on apprend très vite à manager un projet, à manager des équipes. On a parlé de cette équipe de presque 12 personnes qu'il faut réussir à mettre en relation et très jeune, il faut réussir à se vendre pour les partenaires, les sponsors. En fait, on fait énormément de choses, qui touchent différents milieux et l'entrepreneur, il doit être aussi un peu capable de gérer, surtout au début quand on a très peu de finances. Il doit être capable de s'occuper de sa communication, il doit être capable de s'occuper, de développer, la stratégie, il doit être, sur le terrain. Donc en fait, toutes ces choses-là, ça se retrouve dans l'entrepreneur et puis il y a aussi vraiment le fait que le sport de haut niveau, bah, des fois on s'investit beaucoup et ça paye pas et l'entrepreneuriat, c'est un peu dans ce genre-là. On va donner beaucoup, mais ça garantira pas la réussite et on a beaucoup de résilience. Le sportif de niveau, lui, il est très résilient, il est finalement c'est triste à dire, mais il est habitué. Il est habitué à s'investir et ça paye pas et ça aide, pour supporter, bah, les difficultés quand on de l'entrepreneuriat, parce que c'est quand même, très rude comme, comme domaine. C'est pas le plus confortable, mais par contre, c'est très riche en rencontres, en aventures, donc ça, voilà, ça ressemble bien à la vie de sportif de haut niveau. Quelle serait ta définition de la résilience? Je crois qu'il y avait une phrase qui disait, attends, je vais essayer de te faire une petite citation stylée. Ah, vas-y. Un champion, c'est un athlète
qui un jour, non, qui est en gros, qui est tombé plusieurs fois, mais qui, a refusé d'abandonner. Je sais Mmh. plus exactement, je l'ai mal vraiment mal dit, mais en gros, la différence entre, juste un athlète et un champion, c'est qu'il y en a un qui a refusé d'abandonner. Donc à chaque fois qu'il est tombé, Ouais. il s'est relevé, il s'est relevé et du coup, c'est J'en un ai peu ça entendu une ma pour t'aider, définition de la résilience, c'est ça, ouais. j'en ai entendu une, un peu similaire, un gagnant, c'est avant tout un perdant qui a persévéré. Voilà, bah, voilà comment je la résilience, je dirais que c'est ça, c'est, d'avoir vécu un grand nombre d'échecs, mais de s'être toujours relevé et en tout cas d'avoir poursuivi les objectifs. Parce que parfois on les poursuit, on est encore à terre. On rampe, on marche à 4 pattes, mais on continue d'avancer et à un moment quand on est en capacité, ben, on se relève. Mais, en tout cas voilà, c'est d'avoir vécu plein de choses et toujours être là et de poursuivre ses rêves ou ses objectifs. Voilà. Mais justement, ça m'amène une question, Margot, par rapport à ça. Réussir à se relever, à transformer l'échec et à passer outre, passer devant. Toi, de ton vécu très subjectif, est-ce que tu as des tips ou des partages que tu aimes donner là-dessus? Pour, comme technique pour, se relever des échecs, c'est ça? Mhm. Ouais. Bah, déjà de pas vivre l'échec comme une finalité. Ensuite, un truc très, très important, il y avait un grand athlète qui avait donné ce conseil et je trouvais que c'était un bon conseil, mais sur un entraînement, il disait que quand tu sors, tu dois prendre 3 trucs positifs et un truc négatif et un peu la même chose en compétition. C'est que quoi qu'il se passe, quand on a vécu un truc qu'on considère comme un échec, il y a forcément des choses positives à en tirer et ne vraiment pas se focaliser que sur: «Je n'ai pas ramené ma médaille», mais se dire: «Qu'est-ce que j'ai aussi réussi?» et en mettre 3 contre 1, ça aide, à mieux vivre la chose, mais aussi des fois à prendre de la hauteur et à se rendre compte que finalement, est-ce que c'est vraiment qu'un échec ou c'est plus une réussite? Parce que 3 contre 1, au bout d'un moment, scientifiquement, c'est ça prend plus de place et en tout cas, bah, je pense que c'est un conseil qui peut être appliqué, un peu à tout le Ouais. monde et un peu dans tous les domaines. Arithmétiquement, ça marche. Et le Ouais, cerveau, paraît-il, les mmh, chercheurs disent qu'il faut 3 objections positives pour contrer quelque chose de négatif. bah, voilà. Mais ça te fait un bel équilibre. Mmh. Quel est, je vais pas te demander ta meilleure rencontre dans ta vie, parce que on la connaît. Ça a été le fil rouge, ton entraîneur. Ouais, bah, j'allais dire De... mais après, est-ce que la meilleure rencontre, c'est pas notre maman le premier jour quand on est enfin, il y en a quand même énormément et Mm. dans ma carrière, évidemment, celui qui a été décisif, c'est mon entraîneur et il aura toujours une place. Je me suis l'été dernier, j'étais à son mariage, donc voilà, on a après ça, on a une relation qui prend une importance incroyable, mais évidemment, oui, la famille aussi, Ouais. très, très important. Et puis viendra au tien. Ouais. J'avais parmi les dernières questions, une que j'aime bien poser, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans la vie? Le genre qui pique, tu vois? La meilleure critique qu'on t'ait donnée, c'est le moment où tu dis, celle-là, elle fait mal, et puis avec le recul, tu dis, ouais, en fait, elle est censée. Mmh. Ah, c'est une bonne question parce que sache qu'on a été très aiguillés et que j'ai été très conseillée. Le meilleur conseil? Mmh, je pense que c'est pas un conseil qu'on m'a donné, c'est un conseil que je me suis donné à moi-même, C'est mais encore c'est mieux, ça. de ouais, c'est de privilégier, heu, les décisions qui viennent de moi, de mon instinct, de mon ressenti, plutôt que enfin les décisions ou les conseils qui viennent de nous plutôt que ceux qui viennent des autres. Donc ça va être très contradictoire parce que si je donne ce conseil, il vaudrait mieux pas m'écouter, mais il vaudrait mieux s'écouter soi-même. Mais vraiment ça applicable, c'est que des fois on a un choix à faire et on sait pas trop et quand on sait pas trop, on va écouter, plusieurs versions. Parfois on va choisir qu'il y a plus de personnes qui m'ont dit ça, alors je vais aller vers ça et que finalement notre voix intérieure, elle nous dit que c'était un peu le mieux, l'autre option. Bah moi je privilégierais ma voix intérieure. C'est En tout cas intéressant parce que aujourd'hui, ça fait c'est vraiment ça. Ben ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mmh. C'est intéressant, j'allais revenir là-dessus parce que ça fait un peu fil rouge sur des Mmh. discussions que l'on a jusqu'à maintenant où tu t'es beaucoup écouté. Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça a été ancré en toi par l'enfance ou est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé, d'apprendre à t'écouter, déjà d'apprendre à te connaître, peut-être, et après d'apprendre à t'écouter? Je dirais que dans mon éducation, oui, ça a été valorisé énormément, mais qu'ensuite, quand je suis entrée en structure, ça a été, l'inverse.
parce qu'il faut correspondre au moule, il faut aussi répondre aux attentes. Heu et puis on est plusieurs, donc l'individualité a moins sa place dans un collectif comme ça. On a un entraîneur pour 12, donc et puis à chaque fois qu'on s'affirme, des fois ça nous fait du bien à nous, mais peut-être qu'on va prendre de la place ou on va imposer des choses aux autres. Donc ça, on s'efface pas mal et moi ça m'a coûté par rapport à ma personnalité. C'était pas l'idéal pour, mon développement et c'est aussi pour ça qu'en fin de carrière, ben, j'ai choisi de faire différemment et mais c'est quelque chose que j'avais dans mon éducation, que j'ai un peu perdu et que j'ai réappris et que j'ai amélioré, avec le temps, parce que maintenant Avec c'est ta un petite touche. super pouvoir, quoi. Maintenant c'est devenu un petit super pouvoir. Ok. T'en as d'autres, Mmh. des super pouvoirs? Énormément, énormément. La liste Non, est trop, tellement enfin longue que... franchement, bah, non, non, mais oui, bah, j'ai une belle confiance en moi. Alors pas sur tous les domaines, mais franchement, j'ai quand même une belle confiance en moi. Je suis toujours, très explosive et très sportive, même si j'ai 30 ans, bientôt. Donc qui sait, peut-être que je vais accomplir encore de merveilleuses choses dans le sport. D'ailleurs, j'en ai accompli une très cool l'été des Jeux olympiques quand je ne me suis pas qualifiée, j'ai eu l'opportunité de participer à une émission télé qui s'appelle Gladiators, qui a eu qu'une saison parce qu'elle n'a pas fonctionné, mais que j'ai gagnée sur du parcours sportif, et cetera. Donc voilà, peut-être que, pour l'instant, vraiment, j'ai envie, de porter mon projet, entrepreneurial et que mon entreprise, elle puisse proposer cette activité au plus grand nombre. Mais qui sait, peut-être que j'aurais envie de relever des nouveaux défis sportifs, incroyables. On verra. C'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on te souhaite, Margot. Et justement, il y a un sujet dont tu viens de parler, la confiance en soi, ça revient souvent dans le podcast, que ce soit au niveau des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau. Mmh. Si on te demandait ta recette magique, comment tu la cultives et quelles seraient tes clés pour toi? Mmh. Je vais essayer de donner une réponse qui puisse servir. Déjà, je pense que le mot cultiver, c'est un très bon mot. C'est un peu comme une fleur, faut pas imaginer qu'elle va sortir de la terre et qu'il y aura tout de suite les pétales. Enfin, ça n'arrive jamais, en fait et d'ailleurs, même comme on disait un peu, cette histoire de montagne où le chemin, il est beau, bah, quand on a la pousse, on est déjà quand même content. Enfin, quand ça sort de la terre et déjà, il y a le petit truc vert et tout, on est trop content, les 2 feuilles et ce truc-là un peu de se dire on regarde pas quelqu'un qui prend la parole devant 100 000 personnes, avec admiration en se disant: «Bah, je serai jamais comme ça». Ah, tu feras jamais une fleur si pour l'instant tu as pas encore fait ta pousse, donc genre, le conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, on a des domaines dans tous les cas, quoi qu'il se passe, même une personne très introvertie, très timide, elle a des domaines sur lesquels elle est en confiance parce que c'est des domaines qu'elle maîtrise, dans lesquels elle se sent à l'aise ou qui la passionnent et c'est de nourrir un petit peu ça pour se rendre compte, bah, un peu comme, tous les process que si là-dedans on y arrive, alors c'est qu'on l'a en nous. Alors peut-être qu'on va pouvoir l'appliquer sur de différents domaines jusqu'à ce qu'un jour on arrive à peut-être parler devant 100 000 personnes, voilà. Merci pour ton partage. Il me restait deux questions que je voulais te poser. La première, Margot, c'est tu es quelqu'un de projet, qui rêve, qui a de l'ambition, de la bonne Mmh, ambition, pas pour écraser les mmh. gens, mais pour vraiment apporter des choses dans la société. Quel est ton plus grand rêve? Si tu sais que tu ne pouvais pas échouer, si tu avais un rêve, ce serait quoi? Mmh. Si je sais que je peux pas échouer, Ouais, président de la République, non. c'est pas mal. Non, non, je For sure. mmh, heu bah, en vrai, j'ai un de mes premiers rêves, mais je pense qu'il est tellement atteignable que je sais pas si le dire, mais j'avais toujours voulu que ma mère, elle soit à l'abri, enfin, c'était un peu un de mes rêves depuis toujours, qu'elle soit à l'abri, qu'elle ait tout ce dont elle a besoin et je pense que celui-là, il va être, très vite atteignable, j'y crois et après un deuxième qui me fait rêver, c'est impacter la vie de millions de personnes avec, bah, cette activité-là, Escrime pour, les personnes âgées, parce qu'aujourd'hui, je vois qu'elle impacte celle de ceux qui peuvent en bénéficier et les personnes âgées, elles représentent une très grande partie de la population qui évolue en plus, et qui augmente de plus en plus. Donc, ouais, ça serait impacter, au niveau international et enlever un peu tous ces préjugés et montrer que, bah, si une personne, elle a 100 ans et qu'elle peut faire de l'escrime, peut-être qu'il est temps de la reconsidérer et de la replacer un peu plus au centre de notre société et pas dans des endroits reculés, isolés. J'aimerais finir par une question très ouverte. Toi qui arrives donc en fin de carrière, qui a fait 20 ans
dans le sport de haut niveau, dans l'escrime, qui a dû répondre à des milliers de questions pendant tout ton parcours. Mmh. Margot, quelle question ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on te pose? Mmh. Je vais jamais trouver, hein, la réponse à cette question. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me pose? Est-ce Mmh. qu'on était focus uniquement sur le côté sportif de la personne et pas assez sur l'humain? Est-ce que il y a des sujets comme ça que tu aurais aimé porter, te servir d'être porte-parole lorsque tu as un micro tendu? Bah, j'ai eu la chance, hein, de prendre la parole et pouvoir faire passer des messages. Je crois que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui me donnait envie. Et quand j'étais jeune, je me disais: «Je le ferai quand je serai médaillée olympique». Comme si, c'était ça qui me rendrait légitime et pas avant. Et je suis trop contente d'avoir réussi à me sentir légitime bien avant. Et finalement, je ne suis pas médaillée olympique. Et d'ailleurs, j'ai pas participé aux Jeux olympiques, mais ça m'empêche pas, de prendre la parole. Donc ça, je suis vraiment trop contente. Mais pour l'instant, j'ai l'impression, enfin, il y a évidemment eu des journalistes qui m'ont posé des questions où je me disais: «Pas grand intérêt, dommage, mais dommage pour ton article ou ta vidéo et tant pis parce que ça». Mais pour le coup, déjà, je trouve que toutes tes questions, elles sont très pertinentes et je me dis que, qu'elles vont plaire, aux personnes qui écouteront. Enfin, je l'espère en tout cas, les questions et les réponses, si possible. Bah, surtout les réponses, Mais c'est le but. ouais, mais heu mais non, pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir eu la chance de pouvoir faire passer les messages que j'avais à faire passer, jusqu'ici, et je me dis pas: «Si j'avais l'opportunité», de toute façon, si jamais j'avais un truc et qu'on me laisse pas la parole, je compte, Je l'apprendrai. exactement, j'allais dire, street art, alors je fais du collage parce que je sais que c'est illégal, je vais pas me mettre dans l'illégalité. Le collage, ça passe, il y a une vraie tolérance, mais tu colles et puis ensuite tu mets ce que tu as à dire et tu fais passer ton message. Puis il y a les réseaux sociaux aujourd'hui aussi qui sont un vrai levier puissant pour faire passer nos messages, donc voilà. Et puis parfois, en vrai, on n'a pas besoin d'impacter le plus de personnes possible. Si on impacte très fortement la vie d'une personne, est-ce que c'est pas plus intéressant? Donc non, en vrai, j'ai de la chance franchement d'avoir pu prendre la parole et qu'on m'ait donné l'opportunité de m'exprimer. Et on a de la chance d'être dans un pays comme ça où on peut le faire de cette manière. J'aime bien ce que tu viens de dire. J'ai l'habitude de dire, quel que soit le nombre d'auditeurs sur le podcast, si on arrive à impacter une seule personne, peu importe le temps que ça nous ait pris, bah, en fait, le challenge est gagné, quoi. Donc, c'est génial. Mmh. Ouais, carrément. On arrive justement à la fin de cet épisode, Margot. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder, que l'on n'a pas pu aborder on a fait le tour de tout. Non, on a fait le tour, non, mais c'est très On a bien. été bien. J'ai passé un très bon moment. Eh bien, écoute, c'était un plaisir partagé. Merci à toi pour ton partage, justement, pour ta transmission et pour le fait d'être aussi animé par tes projets après ta Merci. retraite sportive. Donc, c'est Ouais, un nouveau chapitre de vie. On sent vraiment la flamme en toi et cette envie de vouloir développer tout ça. J'espère qu'on pourra te suivre, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur le site. Tu nous mettras tout ça et puis on mettra tout dans la description du lien. avec Si tu veux plaisir. redonner le nom de ton entreprise et le projet, ce sera avec Ouais. plaisir. Senior de haut niveau et peut-être qu'on pourrait mettre, en lien sur YouTube pour que les personnes voient comment les personnes de plus de 70 ans, s'expriment. S'exprime et s'exprime à frère l'escrime. Pas, Ouais, voilà. pas facile à dire, mais Tu me t'as fais peut-être des Ouais, une belle ouais, baseline. exactement. C'est mon côté créatif. Parfait. N'hésite Ouais, pas quand tu as des idées. je te la laisse. En tous les cas, Mmh, merci à toi. On mettra du coup l'Instagram sur lequel tu es aussi. Et en parfait. attendant le site, on mettra sur YouTube, etc. Merci pour ton partage et ta volonté de transmission. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Spotify, Apple, Deezer ou Amazon. Vous pouvez aussi regarder des extraits vidéo sur LinkedIn et Instagram. Et la version complète de cette interview est disponible sur YouTube, sur la chaîne Inspiré avec toutes les autres. Merci à toi, Margot, et à Bien. très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré.